Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le caissier jette sa carte au sol, sans savoir qu'il est PDG. Un partenariat à 2 milliards détruit. À Manhattan, dans le quartier financier où les gratte-ciel se mêlent aux ambitions, l'air était chargé d'énergie, de tension, et de conversations feutrées sur des fortunes en mouvement. C'était un matin de semaine comme tant d'autres, entre limousines silencieuses, costards bien repassés et cafés à emporter. Au milieu de cette ruche urbaine, un homme avançait d'un pas mesuré, presque discret. Jonathan Parker, 42 ans, le regard droit et calme, marchait avec cette prestance silencieuse que seuls les vrais meneurs possèdent. Il portait un blazer bleu marine, sobre mais bien coupé, une chemise blanche légèrement ouverte au col, et un pantalon gris foncé. Son allure était élégante mais modeste, loin des extravagances que l'on attribue souvent aux puissants. Il n'attirait pas particulièrement l'attention, et c'était exactement ce qu'il recherchait. Jonathan n'aimait ni les projecteurs ni les apparences. Là où certains affichaient leur pouvoir à travers des montres en or ou des voitures de luxe, lui cultivait la discrétion. Mais derrière cette façade tranquille se cachait un esprit redoutablement visionnaire. Jonathan était le fondateur et PDG de Straton Technologies, l'une des entreprises les plus prometteuses dans le secteur de l'innovation énergétique. En une décennie, il avait fait passer sa société d'un simple bureau partagé à Brooklyn à un empire technologique dont les brevets étaient aujourd'hui convoités par les plus grands. Grâce à ses innovations dans les batteries solaires haute efficacité et les micro-réseaux intelligents, Straton avait conquis les marchés européens et commençait à s'imposer comme un acteur incontournable aux États-Unis. Depuis plusieurs mois, Jonathan dirigeait des négociations complexes avec Greenfield Corp, une multinationale d'origine canadienne spécialisée dans l'infrastructure énergétique. Leur objectif, unir leurs expertises pour créer un réseau énergétique propre, autonome, capable d'alimenter de grandes villes tout en réduisant massivement les émissions de carbone. Le projet, baptisé Fusion Horizon, était suivi de près par les gouvernements et investisseurs internationaux. Il ne s'agissait pas simplement d'un accord commercial, c'était une alliance stratégique censée définir le visage énergétique des 20 prochaines années. Le montant de l'investissement initial ? 2,3 milliards de dollars. Ce matin-là, Jonathan se rendait à la First Metropolitan Bank, l'une des institutions partenaires du projet, pour valider un virement crucial. Ce transfert allait sécuriser les derniers mouvements de capitaux nécessaires à la phase de lancement de Fusion Horizon. C'était une étape purement administrative, mais hautement symbolique, la dernière pièce du puzzle avant la signature officielle prévue dans l'après-midi. Il aurait pu envoyer un assistant. Mais Jonathan croyait en la responsabilité personnelle. Pour lui, certaines choses devaient être faites en personne, par respect pour le travail accompli, mais aussi par vigilance. Il savait combien un simple détail négligé pouvait coûter des mois, voire des millions. Alors, ce matin-là, il avait pris son attaché-caisse en cuir brun, usé par le temps mais solidement fidèle, et s'était dirigé à pied vers l'agence située à l'angle de Lexington Avenue et 52 ND Street. La tour de la banque se dressait comme un pilier de verre, reflet d'un monde où les décisions prises en quelques minutes pouvaient impacter des millions de vies. Mais Jonathan n'était pas intimidé. Il en connaissait les coulisses. Il en avait même redessiné certaines. Ce qu'il ignorait, en revanche, c'est que cette matinée apparemment banale allait devenir un moment charnière non seulement pour lui, mais pour tout le monde impliqué dans ce projet d'envergure mondiale. Et que derrière un simple comptoir, dans cette agence brillante et froide, l'arrogance d'un jeune caissier allait déclencher une réaction en chaîne, aux conséquences incalculables. Jonathan poussa la lourde porte vitrée de la First Metropolitan Bank, saluant d'un léger hochement de tête l'agent de sécurité posté à l'entrée. À l'intérieur, le marbre immaculé du sol brillait sous les lustres modernes, et l'air sentait un mélange de cuir, de désinfectant, et de café brûlé. Le hall bourdonnait doucement de murmures feutrés et de claviers qui cliquetaient. Il marcha vers le comptoir d'accueil, sans empressement, sans arrogance, mais avec l'assurance tranquille de quelqu'un qui a travaillé pour chaque centimètre de sa réussite. Il sortit de la poche intérieure de sa veste une carte professionnelle frappée du logo sobre mais distinctif de Straton Technologies et la tendit au caissier, tout en gardant un ton posé. « Bonjour, je viens effectuer un virement important depuis notre compte professionnel. Il est urgent, mais tout est prêt. Je m'appelle Jonathan Parker.
Le jeune homme derrière le comptoir leva les yeux à peine une seconde. Il s'appelait Kyle Reynolds, 24 ans, fraîchement diplômé, employé depuis 6 mois à la banque. Il portait une chemise trop ajustée, des lunettes sans monture, et une expression naturellement tendue. Il attrapa la carte du bout des doigts, sans cacher son désintérêt. Il la retourna, la regarda brièvement, fronça les sourcils, puis sans lire le nom, sans faire l'effort de vérifier le système ou de demander un identifiant, il la laissa glisser de sa main avec un geste sec. La carte tomba, rebondit sur le comptoir, et atterrit au sol. Jonathan resta un instant figé. Autour, les bruits de la banque continuèrent, comme si rien ne s'était passé. Mais dans ce silence personnel, ce geste résonna comme une gifle invisible. Kyle croisa les bras, insensible. « Ce n'est pas notre client ici », lança-t-il froidement, sans même un regard d'excuse. « Vous devriez prendre rendez-vous ou vous rendre à la succursale centrale. Ce genre de traitement ne se fait pas ici, pas sans dossier complet. » Il n'avait pas crié. Il n'avait pas insulté. Et pourtant, dans l'attitude, dans le regard qui glissa sur Jonathan comme s'il n'était qu'un homme égaré, il y avait un jugement sourd, inconscient, mais profondément humiliant. Jonathan se pencha lentement. Il ramassa sa carte avec soin, comme s'il manipulait quelque chose de fragile ou de sacré. Puis il redressa le dos. Ses yeux croisèrent enfin ceux du caissier. Un bref silence passa entre eux. Kyle se mit à pianoter distraitement sur son clavier, visiblement agacé par le silence. Jonathan répondit d'une voix calme, presque froide, mais porteuse d'une dignité immense. « Merci pour votre temps. » Puis il tourna les talons. Il ne claqua pas la porte. Il ne fit aucun geste brusque. Mais en sortant, quelque chose en lui s'était brisé. Pas une colère explosive, non. Mais cette fatigue, lourde, sourde, familière, que seuls ceux qui doivent prouver leur valeur à chaque instant connaissent. Il descendit les marches du bâtiment sans se retourner. Dans sa poche, sa main serra un instant la carte, encore tiède. Ce n'était pas la première fois. Et il savait que ce ne serait pas la dernière. Mais cette fois, ce simple acte allait déclencher une réaction qu'aucun système, aucune banque, aucun jeune caissier arrogant n'avait anticipée. De retour dans son bureau perché au 41e étage de la tour Straton, Jonathan entra sans un mot. Les baies vitrées offraient une vue spectaculaire sur Manhattan, mais il ne la regarda pas. Il déposa lentement sa mallette sur le bureau en noyer sombre, ôta son blazer, puis s'assit dans son fauteuil ergonomique en cuir. Le silence était pesant. Il ne toucha ni à son téléphone, ni à son ordinateur. Il resta simplement là, les coudes sur les accoudoirs, les mains croisées devant son visage, les yeux dans le vide. Une colère froide battait dans sa poitrine, mais ce n'était pas une rage explosive. C'était une douleur ancienne, profonde. Une douleur familière. Celle d'un homme noir brillant, qui, malgré ses diplômes de Stanford, ses brevets déposés, ses prix internationaux et ses conférences à l'ONU, se voyait encore réduit à une apparence. Il se souvenait de l'enfant qu'il avait été dans les quartiers populaires d'Atlanta, élevé par une mère infirmière qui avait tout sacrifié pour qu'il ait accès à de bonnes écoles. Il se souvenait de ses premiers entretiens d'embauche où on lui avait demandé s'il connaissait quelqu'un, de l'intérieur, comme s'il ne pouvait pas être là uniquement par mérite. Et même aujourd'hui, même maintenant, alors qu'il représentait l'avenir de l'énergie mondiale, un simple employé avait estimé qu'il ne méritait pas qu'on lise son nom. Ce n'était pas une simple erreur. C'était un rappel brutal que dans certains regards, il serait toujours un intrus. Il tourna lentement son fauteuil vers la fenêtre. En contrebas, les voitures fourmillaient, le monde continuait de tourner. Personne ne savait qu'à cet instant précis, un contrat de 2,3 milliards de dollars venait d'être suspendu par une décision de principe. Ce partenariat avec Greenfield Corp, il l'avait construit patiemment. Réunion, calcul de rentabilité, modélisation climatique, investissement transatlantique. C'était un jalon historique. Non seulement pour son entreprise, mais pour l'avenir énergétique de toute une génération. Mais comment s'unir à un partenaire qui collaborait avec des institutions prêtes à rabaisser un homme, simplement parce qu'il ne portait pas le costume attendu? Quel message cela enverrait-il à ses équipes? À ses futurs clients? À tous les jeunes noirs et métis de son entreprise qui le regardaient comme un modèle? Non.
Ce n'était pas négociable. Il se leva et appuya sur le bouton de l'interphone interne. « Nathalie », dit-il d'une voix posée. « Connecte-moi immédiatement avec l'équipe de direction. Appelle aussi notre conseiller juridique. Réunion en ligne dans 5 minutes. » Quelques instants plus tard, la grande salle de visioconférence s'illumina. Les visages familiers de ses collaborateurs s'affichèrent les uns après les autres: Émilie Tran, directrice des opérations, Luis Delgado, responsable financier, Maya Kingsley, chef des relations publiques. Jonathan n'attendit pas que tout le monde prenne la parole. Il fixa la caméra, le regard déterminé. « Nous suspendons la signature avec Greenfield. » Un murmure de surprise parcourut l'équipe. Maya fronça les sourcils. « Jonathan, qu'est-ce qui se passe? On est à quelques heures du lancement. » « Tout est prêt. » Il inspira lentement. « Je me suis rendu ce matin à la First Metropolitan Bank pour finaliser un transfert. Le caissier n'a pas pris la peine de lire mon nom. Il a jeté ma carte au sol. Il ne m'a pas vu comme un PDG. Il m'a vu comme quelqu'un qui ne devait pas être là. » Il marqua une pause, puis ajouta avec fermeté. « Je refuse que nous déposions notre avenir dans les mains d'un système qui nous méprise à ce point. Cette banque est l'un des partenaires financiers clés du contrat. Et si elle traite ses clients ainsi, elle ne mérite pas notre confiance. » Émilie acquiesça lentement, comprenant le poids de ce que Jonathan venait de vivre. « Tu veux qu'on contacte Greenfield? » « Oui. Dis-leur que nous suspendons la signature, et que nous réévaluons tous les partenaires financiers impliqués. Il ne peut y avoir d'innovation sans éthique. Il ne peut y avoir d'alliance sans respect. » Un silence pesant suivit. Mais cette fois, ce n'était pas du doute. C'était du respect. Jonathan venait de rappeler à tous que la dignité humaine valait bien plus que des milliards. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre dans les sphères économiques. Ce qui devait être salué comme l'alliance énergétique du siècle venait d'être brutalement suspendu par l'un des architectes du projet. Et personne ne comprenait pourquoi, jusqu'à ce que la vérité émerge. Le matin même, un communiqué laconique fut publié sur le site officiel de Straton Technologies. En raison d'un incident révélateur de dysfonctionnement systémique au sein d'un partenaire bancaire impliqué, Straton Technologies annonce la suspension immédiate de la signature du partenariat Fusion Horizon. Nous réaffirmons notre engagement envers un progrès technologique fondé sur l'éthique, l'équité et la dignité humaine. Les réactions ne se firent pas attendre. Chez Greenfield Corp, le ton monta très vite. Réunis en urgence au siège torontois, les membres du conseil d'administration étaient furieux, abasourdis. 2 années de travail, des milliards sur la table, des marchés en attente, des investisseurs sur le qui-vive, tout cela mis en pause à cause d'un caissier? Le PDG de Greenfield, Richard Arlo, tenta de joindre Jonathan par tous les moyens. Lorsqu'il parvint enfin à l'avoir en visio, il ne prit pas la peine de dissimuler son irritation. « Jonathan, soyons sérieux. On ne va pas tout remettre en question pour un employé mal formé. Ce n'est pas notre responsabilité directe. » Mais Jonathan, assis dans son bureau, le regard droit, répondit sans hausser le ton. « Justement, Richard. Ce n'est pas une affaire individuelle. C'est systémique. Il ne s'agit pas d'un incident isolé. Il s'agit de valeurs. Si notre partenariat repose sur des bases technologiques solides mais sur des institutions qui humilient, les individus selon leur apparence, alors il est voué à l'échec. Il marqua une pause, avant d'ajouter avec gravité. Nous ne pouvons pas nous associer à une institution qui ne respecte pas la dignité de ses clients. Peu importe leur rang ou leur succès. Si j'avais été un de vos ingénieurs, un de vos livreurs, ou même un simple client venu ouvrir un compte, j'aurais mérité le même respect. Et vous le savez. Arlo resta silencieux. Il comprenait, en son fort intérieur, que Jonathan venait de dire tout haut ce que Tan pensait tout bas. Dès le lendemain, les médias nationaux et internationaux s'emparèrent de l'affaire. Le New York Times publia une tribune titrée « Quand un caissier bloque un projet mondial, la dignité avant le profit ». CNN en fit un sujet principal dans son édition du soir. Des analystes économiques débattaient avec des sociologues en plateau. Des hashtags envahirent Twitter. Hashtag respect avant profit.
Hashtag Jonathan Parker. Hashtag Banking Bias. Sur LinkedIn, de nombreux chefs d'entreprise et cadres de la tech saluèrent le geste de Jonathan Parker, le qualifiant de « courageux », nécessaire, voire historique. La First Metropolitan Bank, prise dans la tempête, tenta d'abord de minimiser. Mais face à l'indignation croissante et aux témoignages similaires d'autres clients, souvent racisés ou marginalisés, la direction dut réagir. Kyle Reynolds, le jeune caissier, fut immédiatement suspendu. Le PDG de la banque, Margot Eldridge, publia une déclaration publique. Ce qui s'est produit dans l'une de nos agences est inacceptable. Nous avons failli à notre mission de respect et d'égalité. Nous présentons nos excuses à Monsieur Jonathan Parker, ainsi qu'à toutes les personnes qui ont pu vivre des expériences similaires. Une campagne de formation obligatoire à la diversité, l'inclusion et les biais inconscients fut lancée dans toutes les succursales du pays, avec audits internes à la clé. Mais le mal était fait. Plusieurs clients majeurs retirèrent leurs fonds. Les actions chutèrent de 4,8% en 2 jours. Des ONG appelèrent au boycott de la banque jusqu'à ce que des changements structurels soient prouvés. Ironiquement, alors que Jonathan Parker perdait temporairement un contrat historique, sa stature publique s'éleva comme jamais auparavant. Les plateaux de télévision, les conférences TED, les forums économiques internationaux sollicitèrent sa parole. Mais il restait sélectif. Il n'acceptait que les invitations qui traitaient de la place de l'éthique et des valeurs humaines dans les décisions économiques. Lors de son discours à la conférence Global Business Ethic Forum, il déclara : « Il est facile de défendre l'éthique quand cela ne coûte rien. Mais la véritable intégrité se mesure dans les moments où elle vous coûte cher. Ce partenariat valait 2,3 milliards. Mais ma dignité, et celle de millions d'autres, n'a pas de prix. » Dans les mois qui suivirent, Straton Technologies vit une hausse massive des candidatures, particulièrement de jeunes talents issus de milieux défavorisés. Des investisseurs éthiques, fonds ESG, family office responsables, proposèrent de nouveaux partenariats plus alignés avec les valeurs humaines de l'entreprise. Et Kyle Reynolds ? Reconverti, après une thérapie obligatoire et un accompagnement en conscience sociale, il accepta d'accorder une interview à un média indépendant. Le visage plus marqué, la voix tremblante, il déclara : « Ce jour-là, j'ai compris ce que c'était que de mépriser quelqu'un sans même savoir pourquoi. J'ai vu un homme, et je n'ai pas vu sa valeur. Je n'ai pas vu son humanité. Aujourd'hui, je le remercie. Parce qu'il m'a éduqué sans crier, sans insulter. Par sa simple réaction, il m'a fait grandir. » Quelques mois plus tard, le tumulte s'était calmé, mais les conséquences s'étaient inscrites dans les esprits comme une leçon indélébile. Straton Technologies, après avoir réévalué l'ensemble de ses alliances financières et commerciales, annonça fièrement la signature d'un nouveau partenariat stratégique avec une entreprise britannique, Orion Energy Ltd, basée à Londres. Moins connu du grand public que Greenfield Corp, Orion avait pourtant une réputation d'excellence éthique. Leur devise était simple. L'innovation sans justice n'est que domination. Le PDG d'Orion, Amir Patel, d'origine indienne, avait lui aussi bâti son empire en affrontant les murs invisibles des préjugés. La rencontre entre Jonathan Parker et lui fut naturelle, presque fraternelle. Lors de la conférence de presse qui officialisa leur alliance, les deux hommes posèrent côte à côte, souriant, non pour l'éclat des projecteurs, mais pour ce qu'ils représentaient ensemble, une nouvelle génération de leaders, portés par des valeurs d'inclusion, d'intégrité et de courage. Ce nouveau partenariat, bien que moins lucratif à court terme, était plus durable, plus aligné avec la mission de Straton. Le projet de réseau énergétique propre prit une forme nouvelle, plus ambitieuse encore. Et cette fois, personne ne doutait de sa solidité morale. Dans une petite succursale bancaire de l'Upper East Side, Kyle Reynolds, chemise plus ample et regard plus sobre, s'asseyait seul à l'une des tables de la cafétéria du personnel. Il n'était plus caissier. Depuis sa suspension puis sa réintégration progressive dans un nouveau département, la gestion des relations clients, il avait beaucoup changé. Il avait suivi, avec appréhension, chaque étape de la débâcle déclenchée par son geste. Il avait vu son nom circuler sur les réseaux. Il avait entendu les critiques, les jugements, les rires moqueurs de collègues. Mais il avait aussi été forcé de se regarder en face, pour la première fois.
Ce jour-là, il tenait entre ses mains une brochure de la conférence « Inclusion et Leadership », à laquelle il avait été invité en tant que participant par la Fondation Straton. Ironie du sort. Ou peut-être, justice réparatrice. Il repensait à ce matin d'hiver, quand il avait jeté la carte de ce client, inconnu, sans imaginer un seul instant qu'il avait devant lui Jonathan Parker, l'un des hommes les plus influents du secteur technologique mondial. Ce n'était pas la richesse de Jonathan qui l'avait marqué. Ce n'était pas même la portée du contrat suspendu. C'était sa réaction. Son calme. Sa dignité. Kyle comprit que ce qu'il avait piétiné ce jour-là, ce n'était pas une carte, ni une transaction. C'était un symbole. Celui d'une société où trop souvent, la valeur d'un homme est jugée selon la couleur de sa peau ou la coupe de ses vêtements, et non selon la force de ses idées. Il avait été ce rouage du système, cet employé pressé, pétri d'a priori, convaincu qu'un grand homme devait avoir l'air important. Et pourtant, l'homme qu'il avait rejeté était exactement ce que lui-même rêvait de devenir un jour, un leader respecté, écouté, mais surtout, juste. Ce jour-là, assis dans le calme de la banque, Kyle ne pensa ni aux milliards perdus, ni à son erreur professionnelle. Il pensa à la responsabilité humaine, celle que nous avons tous, chaque jour, en regardant un autre être humain. Il comprit que le succès ne se mesure pas seulement aux chiffres ou aux contrats, mais au respect que l'on est capable d'offrir aux autres, même quand personne ne regarde. Quelques semaines plus tard, Kyle écrivit une lettre. Elle n'était pas publique. Elle ne cherchait pas le pardon. Elle était simplement adressée à Jonathan Parker. Monsieur Parker. Je vous ai vu sans vous voir. Je vous ai jugé sans écouter. Vous m'avez donné une leçon sans lever la voix. Je ne l'oublierai jamais. Merci. Il n'eut jamais de réponse. Mais il savait que parfois, le vrai changement commence par une prise de conscience silencieuse. Une carte jetée au sol avait soulevé une tempête. Et de cette tempête était née une vérité simple. Le respect humain est la seule monnaie qui ne perd jamais de valeur.